Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Chers amis, changement de format aujourd'hui que je vous propose. Nous allons commencer par une interview, ensuite les éditos, une autre interview et notre rencontre avec Emmanuel Latraverse. Mais chose certaine, cela dit, le contenu sera au rendez-vous. Et pour commencer l'émission, justement, une interview avec un auteur, un enseignant aussi, qui nous propose de jeter un regard, on pourrait dire, en rupture avec le pédagogiquement correct. Imposons cette formule qui trop souvent domine notre lecture de l'école. Il nous invite en fait à enlever nos lunettes roses quand on regarde la situation de l'école québécoise. Pour en parler, Simon Bouchy-Wheaton, qui est enseignant, qui est auteur, qui a publié une très intéressante tribune dans Le Devoir il y a quelques jours. Simon Bouchy-Wheaton, bonjour. Salut Mathieu. Alors, vous parlez des lunettes roses, les enseignants, les camarades enseignants doivent retirer leurs lunettes roses. Alors, je vous pose la question tout simplement. D'abord, quelles sont ces lunettes roses que les enseignants doivent retirer? Bien, tu sais, je pense que honnêtement, c'est, comme j'écris dans le texte, une des premières choses à faire pour essayer de changer les choses dans la vie, c'est d'accepter qu'il y a des problèmes. Et présentement, ce que je remarque beaucoup, c'est que souvent, on a des lunettes roses qui nous fait voir tout trop beau, tandis que dans 15-20 ans, on va avoir vraiment une solide mise en conscience on va taper un mur. Tu sais, c'est déjà commencé, mais sur la discipline, la rigueur, les connaissances, je trouve qu'on laisse aller beaucoup de trucs là, par rapport à ça. Alors, vous nous dites, lisant votre texte, j'y retrouve des notions qui sont familières, qui ont été familières à toute l'histoire de l'éducation, mais qui nous sont moins familières depuis une cinquantaine d'années qu'on a multiplié les expérimentations pédagogiques égalitaires et ainsi de suite. Donc, vous nous parlez par exemple de discipline, d'effort. Vous nous dites que quelquefois l'adulte sait des choses pour l'enfant, et même si l'enfant sait pas que c'est bon pour lui, il faut lui imposer, donc on ne doit pas le traiter comme un petit roi tout-puissant. Alors, je dirais la première chose, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans l'école, dans le rapport pédagogique entre le maître et l'élève aujourd'hui? Ben, ce qui arrive, c'est que c'est l'élève qui contrôle un peu son environnement. Et je trouve que dans une école, ça devrait être les adultes qui contrôlent l'environnement et qui contrôlent aussi la discipline, la rigueur, les connaissances académiques. C'est sûr aussi que l'enfant a besoin d'un lien là, avec l'enseignant, avec la direction. C'est indéniable que ça prend ça aussi. Par contre, il faut pas que ça se fasse au détriment des connaissances académiques et il faut pas que ce soit, comme j'écris à la fin, là, que la relation maître-élève soit des best friends forever. Là. T'sais, il faut aussi que l'élève comprenne que l'enseignant, c'est l'enseignant. C'est lui qui détient le savoir et c'est lui qui sait aussi ce qui est bon et ce qui est pas bon en termes de discipline aussi, là. Alors, je vous lis et vous nous dites à la fin, bon, il faut pas revenir non plus aux anciennes méthodes, il doit avoir un juste milieu et tout ça. Je vous avouerai, et je confesse ce scepticisme ici, c'est que j'ai l'impression que vous sous-estimez peut-être l'ampleur de la rupture qui est la vôtre avec la philosophie dominante en éducation. J'y vais avec quelques grands noms. Bourdieu, qui a condamné la transmission culturelle parce qu'elle serait au service de la bourgeoisie. Alain Touraine, qui nous disait que l'école devait être le lieu de la transformation de la société par l'enfant, le lieu d'une expérience démocratique nouvelle. Philippe Mérieux, qui a déconstruit la notion de connaissance et ainsi de suite. J'ai l'impression que votre rupture, elle n'est pas simplement de degré, mais elle est de nature. Vous nous dites la philosophie qui commande l'école aujourd'hui n'est pas la bonne. Ben non, c'est que c'est vraiment l'enfant qui est au centre de ses apprentissages, c'est correct. Tu sais, puis je l'écris aussi dans mon livre, c'est que c'est l'inclusion à tout prix. C'était une belle vision sur papier. Par contre, les ressources supplémentaires pour faire ça ne sont jamais venues. Donc, c'est beau avoir une belle philosophie de socio-constructivisme qui met l'enfant au milieu de tout. Par contre, si on n'a pas les ressources supplémentaires pour aider, pour venir épauler l'enseignant sur l'élève qui a besoin de discuter, on peut pas, c'est tout mettre sur le dos de l'élève, de l'enseignant, qui fait qu'on se retrouve en pénurie. Et c'est mon côté aussi idéaliste, le Mathieu, qui fait en sorte que je pense qu'on j'aimerais retrouver un juste milieu. C'est quasi impossible, mais j'aimerais ça. Mais est-ce que c'est seulement une question de ressources? Vous donnez un exemple que je trouve passionnant. Vous dites, un élève peut suffire à déstabiliser une classe. Dans l'univers mental qui est le mien, et je ne dis pas que c'est le vôtre, dans le mien,
il s'agit pas de faire en sorte que le technicien vienne, parce que la charge de ressources que ça représente, un élève qui cause vraiment, qui déstabilise une classe, on le met dehors de la classe, et puis il reviendra quand il se sera calmé, ou à la rigueur, il y a un système de classe parallèle pour les élèves qui sont selon, qui ont un comportement impropre à la pédagogie, mais donc un élève peut déstabiliser une classe. Mais j'ai l'impression que vous êtes de nombreux profs à ne pas pouvoir enseigner à cause de ce un élève de temps en temps. Oui, oui, tu as tout à fait raison. Puis en même temps aussi, c'est de plus en plus, c'est plusieurs élèves. Tu sais, oui, c'est un élève, mais des fois, tu peux tomber d'une classe d'année en année, tu peux en avoir deux, trois, et ça peut vite hypothéquer une classe. Et c'est sûr que dans un monde idéal dans lequel je vis dans ma tête, comme j'ai expliqué si j'ai des techniciennes ou des techniciens en éducation spécialisée qui viennent épauler, et on peut arriver à quelque chose, mais présentement, on n'a pas de ressources. Donc, c'est toutes nous qui devons gérer ces élèves qu'on dit à problème, mais c'est aussi des symptômes qui nous disent, là, tu sais, on va pas bien. OK, oui, mais pour l'instant, moi, j'ai pas les ressources pour pouvoir t'aider à 100%, là. Mais alors, ça C'est dit, qui est l'élève triste. à problème. Je reviens sur lui un instant. Vous nous dites Ouais. aussi, vous le suggérez dans le papier, vous nous dites, dans toute sa vie, il pourra pas se faire chouchouter toute sa vie. Un Ben jour, il non. va falloir qu'il affronte le système. Donc, est-ce que ce n'est pas mal le servir que dès qu'il y a un souci, technicien, ensuite travailleur spécialisé, ensuite support psychologique, est-ce qu'on ne construit pas sa personnalité quand on est enfant et ado aussi en affrontant des obstacles sans être immédiatement chouchouté? Est-ce qu'il n'y a pas, autrement dit, quelque chose de dangereux avec Big Mother? Ben oui, effectivement, tu sais, c'est une des choses que j'ai vues qui était le plus flagrant pour moi, c'est de dire bon ben ok, attends, si on couvre toujours l'élève puis qu'on le met dans une bulle, c'est sûr que plus tard ça va pas le servir. Quand il va arriver dans la société, qu'il va avoir des compétitions pour un emploi, quand il va avoir des compétitions surtout après l'école, la vie devient une compétition. Tu sais, on s'entend là, c'est triste, c'est peut-être pas supposé être comme ça, mais tout le monde doit se battre pour avoir un poste d'animateur, n'importe quoi. Donc, on l'aide pas parce qu'il ne vivra jamais d'adversité et de défaite dans le secteur scolaire. Je dis jamais, c'est des généralités là quand même, mais en le chouchoutant toujours, c'est sûr et certain qu'on met pas des conditions gagnantes à long terme. Ça prend encore une fois un juste milieu. Alors, j'essaie de cerner la nature de votre désaccord avec ce que devient l'école. Certains Ouais. diraient peut-être, parmi vos collègues, c'est peut-être un désaccord de méthode. Moi, j'ai l'impression, mais je me trompe peut-être, que c'est un désaccord de valeur, de philosophie. C'est-à-dire, fondamentalement, la manière dont on pense l'enseignement aujourd'hui. Globalement, on a voulu atténuer le plus possible le rapport d'autorité entre le maître et l'élève. On a voulu Ouais. remplacer les connaissances par des compétences. On a voulu abolir les aspérités de l'existence pour chouchouter toujours l'enfant. C'est pas un désaccord de méthode seulement, j'ai l'impression que c'est presque deux visions du monde qui s'affrontent. Ben, moi, je pense que c'est deux visions du monde qui s'affrontent. Bien honnêtement, puis je me questionne souvent à chaque fois que j'écris un texte ou à la suite du livre, je me dis, bon, OK. Donc, moi, j'accorde vraiment une grande importance aux connaissances. Tu sais, c'est de faire lire aussi les grands auteurs, puis d'avoir, puis d'avoir les connaissances. Oui, c'est vrai qu'on les a dans notre téléphone, qu'on est capable, mais de faire des liens avec eux, d'être capable de construire un monde, puis de les comprendre, ces connaissances-là, je trouve que c'est important. Et c'est sûr que là, dans le monde de l'éducation présentement, c'est beaucoup des compétences et la valorisation de soi. C'est correct aussi. Par contre, pour être compétent, il faut être connaissant avant. Et c'est là, moi, que je trouve qu'il y a eu ça fonctionne plus. Tu sais, on doit avoir des connaissances dures et très fiables pour construire un mur. Parce que si les connaissances représentent les premiers étages du mur, ben c'est pas trop long que ça va s'affaisser. Mais alors, vous notez quelque chose d'essentiel. Vous parlez de connaissances, on pourrait aussi appeler ça la culture générale. J'ai l'impression, Total. encore une fois, vous me corrigerez si je me trompe, que on s'est dit, toutes les connaissances sont déjà sont dans votre ordinateur, sont sur Google, sont sur votre téléphone. Autrefois, on aurait dit dans la bibliothèque. Mais j'ai l'impression qu'on forme des esprits. Moins il y a de culture, moins il y a de connaissances, moins il y a la part encyclopédique de l'existence, plus on est devant des esprits manipulables et malléables, parce qu'ils n'auront pas développé leur propre système de défense pour penser par eux-mêmes. Ben, Mathieu, c'est exactement ça. Et quand on veut donner une discipline à des enfants, une rigueur, basée sur des connaissances, ça c'est ma vision.
c'est justement pour leur donner une liberté éventuelle pour être capable de faire des choix avec un esprit critique, d'être capable de mettre en lien des fake news. Tu sais, plein de choses comme ça qui font que, OK, oui, moi, je suis conscient de ça, c'est comme ça que ça se fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, c'est vraiment les connaissances, c'est pour donner une certaine liberté intellectuelle qui peut te sortir d'une pauvreté monétaire éventuelle. Ça, c'est ce que je vois. Ben, il y a une belle formule de philosophe, Alain Finkielkraut, que moi, qui m'a marqué quand j'avais 19 ans puis qui m'a jamais abandonné, c'est on ne pense pas par soi-même de soi-même. C'est par le Non. détour des œuvres, de la connaissance, des classiques, de l'histoire, de la géographie, de la littérature, de la philosophie, qu'on peut apprendre à penser par soi-même. Alors, j'ai l'impression, aujourd'hui, j'ai déjà entendu cette phrase-là quand j'enseignais, puis j'enseignais au niveau universitaire. Je veux pas trop lire par moi-même, je veux penser par moi-même, je veux pas me laisser influencer. Il y a quelque chose d'un peu étonnant dans cette Oui. espèce d'esprit où je possède en moi tout le savoir du monde et j'ai pas besoin de passer par les œuvres pour connaître. Non, c'est ça. Puis je pense que eux, ils parlent aussi peut-être d'un style littéraire ou d'idées préconçues, mais tu sais, je pense que c'est important de lire, c'est important. Tu sais, pour écrire, il faut savoir lire. Hein, si tu veux faire de la scénarisation, il faut que tu saches lire aussi. Tu sais, c'est tout ça, c'est important, mais en même temps, de savoir ce que Sartre pensait, de savoir de ce que Nietzsche pensait de l'éducation, je trouve ça important et c'est important encore aujourd'hui de connaître ces gens-là et de se dire, OK, on est rendu là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout. Tu sais, c'est un juste milieu. Il nous reste à peu près une minute. Je vous pose une question à Ouais, la fois difficile et qui ira peut-être de soi pour vous. Vous êtes au début, globalement, de votre carrière dans l'enseignement. Ça vous arrive de oui. vous dire, c'est pas possible, le milieu ne fonctionne plus, le Mhm. système exige trop d'efforts pour que je puisse faire le travail que je veux faire. Vous avez de temps en temps la tentation de tout larguer ou d'aller voir ailleurs si vous y êtes? Oui, vraiment. Vraiment. Mais en même temps, je me suis senti, c'est tellement, j'ai été un des premiers dans ma tête à dire la vocation, je la dénonçais, puis tout d'un coup, je me retrouve avec. Puis je me dis, ouf, OK, je comprends aussi la vocation, j'ai besoin. On dirait que depuis que je fais ça, j'ai la vocation d'aider les élèves. Et dans ma classe, ben, je le fais du mieux que je peux, puis j'essaie d'instaurer les connaissances le plus possible aussi. Simon Boucher-Wheaton, c'est un immense plaisir de vous recevoir ce matin. Merci à vous et j'invite tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs à lire votre lettre très excellente parue dans Le Devoir. Merci à vous. Parfait, merci, bonne journée.